Bonjour. Alors, tout d'abord, merci Pierre Scheller d'avoir accepté cette discussion. Et merci beaucoup à Caroline de m'avoir proposé de l'animer aujourd'hui. C'est un plaisir de faire partie de cette journée de la création en pleine période électorale. Donc aujourd'hui, nous allons parler de vos films et de votre rapport à la création à travers cette thématique-là, politique et cinéma. Et ce que je vous propose avant tout, c'est de regarder un extrait. Voilà. D'accord, bonjour à vous. Alors voici pour ce premier extrait qui ouvre votre film L'exercice de l'État. Pour les spectateurs en ligne qui n'ont pas vu l'extrait, donc il s'agit de l'ouverture du film. On commence par une scène de rêve où un salon présidentiel est en train de se mettre en place. Une femme nue débarque, un crocodile est là. Elle s'allonge devant lui et pénètre son gosier. Olivier Gourmet se réveille. Son téléphone sonne. On lui annonce qu'il y a eu un accident quelque part. Il s'agit du ministre des Transports. Il se lève, va se changer, se passe un glaçon sur le visage devant son miroir et nous dit cette phrase: « Nous sommes comme des tigres dans la nuit. » Nous serons des tigres affamés dans la nuit, pardon. Dans la nuit noire, pardon. Et oui, je n'étais pas censé réciter les extraits, donc j'ai souhaité choisir cet extrait qui ouvre ce film pour ouvrir cette discussion, parce qu'elle nous permet d'aborder quelque chose qui est important selon moi, c'est l'idée de la fiction. Voilà, donc la fiction qui nous permet d'aller au-delà du documentaire, notamment sur la représentation de sujets politiques, et ce rêve qui nous permet aussi d'instaurer un pacte avec le spectateur, comme pour lui faire oublier ce qu'il a déjà vu sur la vie politique. L'idée de ce rêve avec le crocodile vous est venue en voyant une photo d'une chorégraphie de Pina Bausch, s'il me semble. On entre dans le psyché du ministre, fait d'une excitation permanente pour basculer aussitôt au réveil dans l'horreur hallucinée du drame routier. Alors voici ma question. Face à un sujet politique, au sujet politique, comment s'opère et se construit le choix de la fiction, ainsi que le choix de l'ouverture du film? Écoutez, d'abord, ce film, il n'est pas tellement dans son intention, il n'était pas tellement désiré comme un film sur la politique. Il est d'abord un film sur le pouvoir. Donc, la politique, un ministère étant comme le meilleur peut-être théâtre d'observation d'une réalité de pouvoir sur des hommes, d'hommes de pouvoir, de voir la puissance de ce qu'ils peuvent faire et leur impuissance. Et donc, l'image... en fait, la première image vient effectivement d'un souvenir photographique. Alors, c'est une photo d'Helmut Newton, qui est une ballerine dévorée par un crocodile. Et ce que j'ignorais, c'est qu'après, en travaillant sur la photo, j'ai découvert que c'était en fait une photo inspirée d'un ballet de Pina Bausch, où il y a plusieurs crocodiles sur le plateau, et plusieurs danseuses. Et Helmut Newton, par son regard, a fait cette mise en scène du corps à moitié avalé par le crocodile. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, avant les images que vous avez vues, il y a le titre. Il y a le générique. Et je voulais, j'avais l'envie que cette figure qu'on voit au début, ce qui ressemble à une figure de Ku Klux Klan, en fait, n'est pas du Ku Klux Klan, mais est un assistant de mise en scène dans le théâtre japonais. C'est des figures qui sont sur scène et qui aident à la mise en scène et qui sont dans une espèce de parti pris scénique. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils sont présents, mais on ne les voit pas. Et ils sont totalement admis dans la mise en scène. Et en même temps, ils manipulent soit des objets, soit des éléments de décor. Et ça me permet vraiment d'arriver à l'idée à la fois de dire effectivement on entre dans la thématique par quelque chose de très fictionnel, pulsionnel, libidineux, corporel, enfin ce qu'on veut, inconscient. On peut gloser sur la signification et l'interprétation de ces images. Et en même temps, la première image est
et quelque chose qui préexiste au film. C'est ce que je voulais, parce que, en fait, vous avez dit que c'était une pièce présidentielle. En fait, c'est le bureau même du ministre qui est en train de se mettre en place. C'est pas suffisamment clair dans le film, parce qu'il c'est pas... Il y a les intentions de mise en scène, et puis il y a aussi ce qu'on réussit à faire ou pas. Et c'est pas une chose qui a été immédiatement vue, c'est qu'en fait, ces assistants sont en train de mettre en place, dans une pièce nue, le bureau du ministre. Et peu à peu, comme une mise en scène, une mise en abîme du film et de l'ouverture du film, on déplie un peu les éléments du film. Et je voulais, dans le scénario, je m'étais dit, ce qui serait absolument formidable, c'est que cette image de cet homme en noir préexiste même au film. Je voulais même que quand le spectateur rentre dans la salle, il voit sur les pubs, c'est un rêve, hein, mais cette figure. Parce que je pense que c'est un des mystères du pouvoir, c'est qu'il est un peu préexistant à tout. Par exemple, ici, on est dans un pouvoir de la lumière, on est dans un pouvoir de la mise en scène, on est dans un pouvoir de rapport entre la salle et nous, etc. On a un pouvoir technique, etc. Donc cette idée de pouvoir, elle est préexistante quelque part. Après, d'où le prologue. Et après, la deuxième question, c'était effectivement de dire aux spectateurs ce que vous allez voir est en fait la chair d'un homme. Et non pas un film qui vous raconte Balladur Chirac ou la vie de parti ou un événement de la 5e ou un fait divers de la 5e non, c'est une pure fiction. Et quand le film naît, je me dis voilà, il faut une pure fiction. Parce que c'est là où on commencera peut-être à toucher à des choses sensibles et humaines de cette vie du pouvoir, et non pas des faits historiques ou des faits précis. Et donc le détachement documentaire, il vient de là. C'est pas évidemment qu'il y a un retrait, il y a une mise à distance du documentaire par cette ouverture. En même temps, après, on est dans un réel, une impression de réel avec le cas, avec les victimes, avec même quelque chose de trivial avec ce directeur de cabinet qui est dans sa baignoire, le réveil de la nuit, c'est des choses très triviales. Mais ça, je voulais que de toute façon, on passe par des choses triviales et par la vie des corps. Mais d'une certaine manière, le documentaire, il a été fait, c'est le film de Depardon. Pour moi, qui a toujours été un film très présent et une référence pour le motif de filmer un homme politique. Et donc, il est là, on ne va pas faire une redite de ça. Et du coup, il y a un portrait, une espèce de poser d'emblée au spectateur. Vous avez mis le mot pacte, qui est effectivement, je pense, un mot très juste. Voilà, on pose certaines règles et après on y va. Voilà. Alors il y a une troisième dimension qui est peut-être le point d'origine du rêve. C'est-à-dire que l'histoire est venue assez vite avec le directeur de cabinet, le ministre. L'accident, passer par la mort, aller un peu plus loin dans l'acquisition de responsabilités, etc. Et je sentais que ça allait être un film avec des mecs essentiellement, que c'était une histoire d'hommes et on pouvait. Je vous dis ça, le film a été conçu il y a à peu près une vingtaine d'années. Parce que je commence à y travailler avant Versailles. Et j'arrive pas à écrire le scénario, donc j'abandonne le projet, je fais Versailles et après je reprends le projet. C'est juste pour dire un peu l'historique du projet. Et je me disais, mais comment, entre guillemets, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait du féminin en fait ? Qu'est-ce que fait ce monde-là avec le féminin ? Et donc je voulais ouvrir sur cette question du féminin avec cette vision très particulière
qui a peu d'écho dans le film, à part sur des images de dévoration par le pouvoir, par l'homme qui est pris par la fonction, etc. Mais je voulais que cette question du féminin soit pas totalement chassée. Et qu'elle est là, et elle est vue effectivement par un axe très particulier qui est un rêve, la libido, l'inconscient de cet homme de pouvoir. Voilà. Et c'est comme ça qu'est revenu ce souvenir de la photo de Newton. Et puis ça s'est placé, et hop, Et puis je voulais aussi une ouverture de film qui tout de suite assoit un peu les choses et fasse un peu table rase de ce qu'on pouvait attendre d'un film politique. Voilà. Alors on a parlé de... Est-ce que je vous ai répondu ? Oh bah totalement. De cette photo de Helmut Newton, on a parlé du film de Depardieu, et il y a aussi, il me semble, les photographies d'Éric Salomon, qui est l'un des premiers au début du siècle à avoir photographié... Oui, effectivement. En fait, ce qui est intéressant avec Éric Salomon, c'est que il n'a pas photographié que la vie politique, mais ça a été un de ses motifs, qui est un photographe juif allemand qui ensuite vit en France et après part aux États-Unis. C'est que c'est un des premiers à avoir photographié les hommes politiques dans leur univers, à l'Assemblée ou dans les couloirs de l'Assemblée ou au Parlement ou entre eux, etc. Et donc il y a un œil comme ça qui les regarde et qui s'intéresse à eux. Et c'est des photos qui sont très belles et parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour le film pendant la période d'écriture avec du matériel photographique, en collectionnant des photos, en les regardant, en m'en servant comme référence de travail, comme référence de mise en scène, pour positionner certaines scènes, pour montrer des attitudes, montrer des modes, etc. Et ce qui est frappant, c'est que en fait, les attitudes sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que celles des années 30, on les retrouve quand j'écrivais le film, il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire une espèce d'entre-soi, d'être que la parole, on parle à voix basse sur des choses importantes, donc ça donne une certaine présence des corps entre eux, etc. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'Un peuple et son roi, toujours sur la notion de fiction, parce que justement, Sophie Wanik, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, Wanik, qui est une historienne qui a collaboré avec vous lors de la recherche pour ce film, expliquait que seule l'incarnation et donc la fiction permettait de rendre compte des émotions politiques qui sont un élément majeur de la dynamique révolutionnaire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager cette idée avec toute représentation du corps politique, quel qu'il soit, étant donné que celui-ci se construit toujours sur une certaine mystification ? La fiction nous y rappelle justement immédiatement. Alors, en fait, c'est une question, une très belle question. Vous l'avez dit presque rapide. On pourrait presque la répéter une fois pour en voir toutes les dimensions. En fait, c'est que la politique et le pouvoir s'inscrit sur les corps, à la fois de ceux qui l'ont et de ceux qui la subissent. Et donc, c'est pour ça qu'observer les corps est une bonne chose, en fait. On connaît les photos, par exemple, de Sarkozy exsangue à la fin d'un meeting. On connaît. C'est-à-dire que l'émotion, c'est quand même ce qui habite les corps. Et donc, c'est un lien direct entre émotion, corps et politique. C'est intrinsèque, c'est ensemble. Et donc le parcours en politique est un parcours sur les corps aussi. Ça, c'est quelque chose de très intéressant que dont vous avez parlé à de nombreuses reprises. On parle souvent du corps social, du corps politique, mais effectivement, le corps lui-même, littéralement, et le corps de ce ministre est mis à l'épreuve durant tout le film. Là, on a ne serait-ce que la façon dont il se passe le glaçon, il fume, il tousse, il fait fausse route, il manque de s'étouffer, il a un accident, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Il vomit dans le reste de vos films. Et justement, il y a une citation que je trouve très juste, et j'aimerais bien qu'on continue là-dessus. Parfois, au cinéma, il faut quitter le terrain politique pour aller vers des expériences sensibles. C'est là-dessus que se fonde votre mise en scène, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais il a travaillé, hein. Il a été chercher des choses que j'avais oubliées.
Oui, parce que je me dis, il y a au moins une chose sur laquelle on peut avoir de l'empathie. Autant avoir de l'empathie sur savoir est-ce qu'il faut arbitrer le point de retraite à 1,5 ou 2 ou 5. C'est très technique. À un moment donné, les questions politiques ou telle nomination, pour en comprendre tous les enjeux, c'est très très technique. Mais de voir le pouvoir agir sur les corps, en fait, le pouvoir, je pense qu'il agit sur l'espace, sur les corps et sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, la plupart de ce que je peux vous dire de ressenti politique, je l'ai eu après coup. Parce qu'au moment du film, j'ai rencontré très peu d'hommes politiques. J'ai travaillé dans mon coin avec des conseillers, mais qui les avaient observés, ou qui avaient travaillé en partie avec eux, et puis des petits fragments que je prenais, soit dans une photo, soit dans un entretien, soit un micro-souvenir, par exemple. Donc le film précédent, Versailles, j'ai la chance et la joie qu'il soit sélectionné à un certain regard, et les films de Cannes, il y a un petit pot au ministère de la Culture des films français qui vont à Cannes. Et je me suis retrouvé avec comme ça, à avoir la salutation de la ministre de la Culture de l'époque. J'avais jamais eu un échange comme ça aussi direct avec un ministre. Et la sensation, vous en souvenez, c'est une sensation très très physique. C'est-à-dire qu'elle vous accorde 3 minutes 30, mais pas 3 minutes 40. C'est comme ça. C'est-à-dire même si vous essayez de... Et encore, je vous dis 3 minutes 40, je suis généreux. Donc, le temps est d'emblée capturé. Et ce temps, même le fait que vous avez remarqué, les hommes politiques sont rarement seuls. Ils sont toujours accompagnés, conseillés. Il y a une espèce d'aéropage comme ça qui est avec eux. La position dans l'espace. Tout ça, c'est des trucs physiques. Avant de les observer, d'en faire une sociologie, une anthropologie, etc., c'est des trucs que vous ressentez. Et c'est là où je me suis dit, quel sujet de cinéma, quel sujet de cinéma. Et cette intuition, en fait, elle vient pas de cette rencontre avec le ministre, elle vient quelque part du cinéma. C'est-à-dire que je viens de l'écriture, j'étais scénariste pendant de longues années. J'ai l'occasion de faire une première réalisation grâce à une productrice avec qui ça s'était très, très bien passé, qui est Sophie Deloche, et elle me propose on me dit, on retravaille, qu'est-ce que tu as comme histoire. À ce moment-là, j'avais l'idée de faire un film sur le monde ouvrier. Bref, je passe à la mise en scène, je fais le film pour Arte, qui est un téléfilm, et une des choses qui me surprend, qui me déstabilise très vite, très tôt, et j'ai presque passé le tournage à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la position de pouvoir dans laquelle on me mettait. C'est-à-dire, l'écriture, je savais que c'était une collaboration. Je sentais qu'il y avait un peu d'autorité de la part du metteur en scène des fois, ou des discussions, ou de manière de trancher, etc. Mais avoir ce sentiment d'être dans une pièce avec des collaborateurs, avec des moyens techniques, et que vous ressentez de l'intérieur cette demande de pouvoir. Moi, j'étais totalement... j'étais pas préparé à ça. Donc j'ai dû apprendre ça. J'ai dû le comprendre, me familiariser, savoir ce que ça voulait dire, tenir certaines choses, l'incorporer, pas l'incorporer, etc. Et là, je me dis, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que je vis. Je sais pas ce que ça raconte. Et c'est là où ça a commencé à m'intéresser. Donc je me dis, on va... c'est quelque chose de très étrange, de très, très organique, donc je vais essayer de le filmer. Voilà. C'est ça la naissance de l'exercice de l'État, c'est vraiment cette sensation-là. Est-ce que ça a modifié, ou en tout cas transformé, le rapport que vous aviez à vos équipes ensuite ? Oui, parce que soit vous réagissez en anarchiste et vous foutez le bordel, soit vous réagissez en mouton en disant c'est super, avec un égocentrisme narcissique total, genre c'est magnifique, je suis le roi du monde, etc. Soit vous essayez de le détourner, de comprendre pourquoi c'est là,
enfin voilà, de complexifier un peu la chose. Par exemple, je me suis aperçu que la collaboration, c'était aussi un langage de collaboration, qu'il y avait une demande de pédagogie. Parce que j'avais pas, enfin, quand on imagine le métier de réalisateur ou de metteur en scène, on n'imagine pas forcément qu'on est un pédagogue, qu'il faudra passer beaucoup de temps à dire et redire et expliquer les choses, communiquer les choses, etc. Alors, il y en a peut-être qui le font par eux-mêmes et qui, pour eux, c'est pas une pédagogie, mais moi, je le ressens comme ça. Que c'est... Et alors, c'est aussi dû un peu aux sujets que je traite, qui sont pas des sujets communs au sens de la vie commune, c'est-à-dire soit l'extrême pauvreté, qu'est-ce que c'est de dormir dans une forêt à 10 km de Paris, ou qu'est-ce que c'est passer sa vie dans un cabinet ministériel, ou qu'est-ce que c'est se plonger dans la Révolution française. Pour arriver à ça, moi au début, je suis comme vous, j'y connais rien, et puis l'écriture m'amène à ressentir, à découvrir, à me familiariser avec ça, à l'incorporer, et je comprends aussi que il faut que je fasse partie un peu... que je restitue à ceux qui vont faire le film avec moi ce que j'ai un peu observé, déduit, et leur donner pour que eux, comme ça, vous voyez, la pédagogie, elle est là aussi. Voilà. Pour prolonger ce qu'on disait sur les corps et dans votre rapport au corps dans vos films, et que je trouve très intéressant justement, là récemment un film de Jean-Gabriel Perriot est sorti, Nos défaites, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il allait interviewer des jeunes lycéens sur leur rapport à la politique, et la première question qu'il leur posait, c'est quoi la politique ? Et on se rend compte qu'ils ne réussissent même pas à répondre à cette question. Et dans vos films, ce qui est intéressant, c'est que avant même de mettre une définition réelle, on sent que c'est un impact avant tout sur le corps. Et d'ailleurs, toutes les luttes politiques passent par là. Ne serait-ce que l'âge à la retraite, c'est jusqu'à quand le corps va-t-il travailler ? Les questions de migration, c'est la mobilité du corps. Et même dans vos films, on retrouve souvent le motif de la naissance, de la mort. Tout passe par là. Et dans le film L'exercice de l'État, il y a quelque chose que dit Gilles, le personnage incarné par Michel Blanc, que je trouve très intéressant à ce propos. C'est la politique est une meurtrissure permanente. Ça, je crois que c'est une citation de Chirac, en fait. Oui, mais alors c'est la politique dans ce qu'elle est vraiment la politique, c'est-à-dire la pratique de la politique, c'est-à-dire entre eux, quoi. C'est-à-dire dans l'arène. Une fois qu'on est en arène, ce que dit aussi la phrase de Churchill, c'est si tu supportes pas la chaleur de la cuisine, sors. C'est-à-dire que c'est un lieu de tension, d'extrême tension, et un lieu c'est un lieu à haute densité, voilà, à haute énergie, ça c'est sûr, mais avec aussi des belles énergies. C'est-à-dire que c'est une des choses que je voulais, que je voulais un peu infuser dans le film, c'est les liens. Les liens, les échanges, la part d'écoute, parce qu'on a toujours l'impression qu'un homme politique, c'est d'abord quelqu'un qui prend le crachoir et qui... voilà. Et en fait, non. Dans la pratique du pouvoir, l'écoute est fondamentale. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut cheminer dans la politique doit savoir écouter, avant tout. Voilà. Enfin, ça c'est des choses... Et... oui, vous avez raison, il y a quelque chose... alors, il y a un autre thème aussi. C'est à la fois sur une question de corps et une question de maîtrise des choses. Il y a le corps et le monde, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup passionné en travaillant l'exercice de l'État, c'est cette question de... En fait, je suis parti... Un des autres entrées du film, c'était pourquoi on associe à l'action politique l'impuissance ? Pourquoi on a l'impression que les problèmes demeurent ? Pourquoi les choses ne sont pas réglées ? Pourquoi des choses absolument sur lesquelles on s'insurge, pourquoi ça demeure ? Donc, pourquoi il n'y a que 30% des lois qui sont actives, par exemple ? Enfin, cette question de la puissance politique, je l'ai trouvée, et je continue de la trouver très très intéressante, et d'essayer de comprendre pourquoi c'était si dur, en fait. Pourquoi c'était si dur dans le sens, pourquoi ça ne serait pas plus simple, pourquoi il faut
il faut tant de textes, tant de ministres pour faire une loi, pourquoi il y a tant de décrets, enfin voilà. C'est des choses basiques, mais qui moi, en tout cas, dans le film, il y a aussi une démarche citoyenne d'essayer de comprendre comment ça marche. Et il y avait ces questions-là. Et maintenant, j'aimerais revenir à l'origine de tout, à l'origine de votre geste créateur, parce que justement, vous parliez de cette expérience avant l'exercice de l'État qui vous a permis ensuite d'aller vers ce film. Parce qu'on dit souvent que l'être politique que nous sommes se forge par les événements qui ont pu nous faire violence. Alors vous, Pierre Schoeller, d'où venez-vous politiquement? Qu'est-ce qui a pu éventuellement vous faire violence et vous amener à ce que vous êtes aujourd'hui? Et pourquoi avoir choisi ce médium qu'est le cinéma pour construire cette recherche politique? Là, c'est très personnel. Ça doit être partie de la masterclass. C'est ça qui donne un peu l'impression d'être Oprah Winfrey. Donc... Voilà. Je parle pas assez bien américain. Bon, le rapport aux images, c'est que je vivais en face d'une maison de la culture qui s'appelait Les Gémeaux, à Sceaux, où j'ai vu très tôt des films, où aussi j'ai eu très tôt dans les mains un appareil photo. Je me souviens très bien d'une visite au château de Chambord, où un touriste m'a mis dans les mains une caméra. J'ai mis comme ça, j'ai touché, je me dis quelle sensation, mais c'est pas pour ça que dans l'heure qui suit, je me dis j'allais être cinéaste. Voilà, l'image a toujours été là pour moi comme une manière d'échanger, de communiquer. Et encore aujourd'hui, je fais beaucoup de photos et j'en montre beaucoup, etc. J'étais un adolescent un peu mutique, donc je me dis bon, c'est parfait, le cinéma, c'est un langage par les images, ça me va, je prends et hop, c'est parti comme ça. Et les chemins ont fait que j'ai fait une école qui s'appelle l'école Louis Lumière, a priori technique, mais j'en suis sorti avec le désir de faire du scénario pour essayer d'apprendre quelque chose qui me semblait important dans la vie des films. Je me suis pas posé d'emblée comme réalisateur, j'essayais de faire des courts-métrages, mais ça marchait pas trop. Et puis, peu à peu, effectivement, à force d'écrire, à un moment donné, quelqu'un m'a dit pourquoi tu ferais pas ce scénario? Pourquoi c'est pas toi? Et là, au début, ils vont se réveiller, ils vont donner ça à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, ça s'est venu comme ça. Le désir était toujours là, mais la concrétisation de ce désir était quand même, ça a mis du temps. Voilà. Ça, c'est le rapport aux images. Après, le rapport aux politiques, écoutez, moi, je suis pas... je viens d'une famille plutôt de gauche, ça m'intéresse. Mais c'est pas... Si vous voulez, c'est plus l'état des choses et l'état de ce que je vois et l'état de c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez, moi, Versailles, c'est pas un film politique. L'exercice de l'État, c'est un film qui se situe dans le monde politique, mais c'est pas un film politique. Et même, à un moment donné, parce que évidemment, le geste est assez fort. Hein, on prend un ministre, on vit un ministère, on est au milieu de ça, etc. Mais je me suis jamais dit je fais de la politique en faisant ce film. Et je disais presque à chaque fois comme une espèce de dire attendez, pour pas qu'il y ait de malentendus, pour moi l'action politique c'est une chose et un film c'est autre chose. Un film c'est du langage, des émotions, un rapport au temps, un rapport à l'espace, un rapport à l'imaginaire. Si je veux faire de la politique, je fais un texte, une manif, je vais voir un bulletin de vote, mais c'est pas... Voilà, pour moi, c'est très séparé, en fait. C'est pas... Et d'ailleurs, je trouve que ça n'a pas loupé, hein, parce que dès que le film a été montré à Cannes, 2 jours après, il y avait un article dans le Libé, et il commençait à dire, oui, alors ce ministre de droite, en fait, ils avaient associé ministre de droite, privatisation, etc. Alors que le film ne dit pas s'il est à droite ou à gauche. Et avec aussi la petite astuce, c'est que la privatisation, la gauche a pas mal privatisé en son temps aussi. Donc, mais on se dégage pas de la polarisation comme ça.
Après, le film, il a fait sa vie et comme il essaye d'introduire le spectateur, pas tellement dans les secrets du monde politique, mais dans juste un petit décalage, en disant, bon voilà, on est avec eux. On est sur l'épaule du ministre, on est dans l'intimité de la relation très forte et absolument vitale pour chacun des deux entre le ministre et son directeur de cabinet. Alors c'est vrai qu'on y est, quoi. D'une certaine manière, avec il y a des fautes, il y a des erreurs, mais on y est. Quelque part, on y est. On peut croire qu'on y est. Et là, ça déplace. Et là, ça emmène. Et le film même, je l'ai toujours senti comme un thriller. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'était de la vitesse, de la tension, de la surprise, du spectaculaire. Enfin, ça, faisait partie du programme, vous voyez. Parce que je pense que je pense que c'est assez juste, en fait, une des choses de la politique, c'est le sentiment de ça aussi. Alors pour les gens qui n'auraient pas vu tous les films de Pierre Schoeller, je fais une sorte de un petit paragraphe comme ça pour prolonger ce que vous dites et pour un peu revenir sur ces films. Ce que vous avez un jour déclaré à propos de votre cinéma, essayez d'aller vers ce qui vous échappait, ce que vous ignoriez et ce qui vous résistait. Il y a donc votre premier film, Zéro défaut, sur la condition ouvrière, sur la chaîne de montage. Le deuxième film sur le lien social, Versailles, à travers le prisme de quelqu'un qui se met à l'écart de la société. Pour l'exercice de l'État, vous souhaitiez filmer l'impuissance politique en allant au cœur de la question, un ministère. Mais au sortir de ce film, vous me dites si je me trompe, hein, quelque chose vous échappait encore, quelque chose qui n'était pas clair entre la façon dont les gouvernants considèrent le peuple et réciproquement, mais aussi la façon dont le peuple ne peut pas se considérer comme force, comme acteur politique. Et vous revenez à un temps originel, un temps de fondation qu'est la Révolution française avec un peuple et son roi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui continue à vous échapper ? Et vous avez oublié une petite... les anonymes. Parce que justement, je vais y revenir après pour... Merde. Et votre documentaire aussi. Vous pouvez redire Je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui continue à vous échapper ? Tout. Tout. C'est évident. Enfin, encore plus aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire que vous avez vu l'état du monde. C'est sidérant. Donc c'est magnifique. Enfin, j'espère qu'il y aura... C'est magnifique au sens... les arts ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'étonnement, beaucoup de rire et de larmes. Enfin, c'est stupéfiant. Le temps historique s'est ouvert à nouveau. Et je pense que ça va donner des formes. Parce que moi, je crois, ça j'en suis quasiment persuadé, c'est-à-dire que les formes naissent des tensions, en fait. Les formes ne tombent pas du ciel, elles naissent en réponse à des choses qui se passent. Et là, il va y avoir des nouvelles formes. Donc... si la question c'est que le film prochain, pour être concret, c'est un film qui s'appelle Rembrandt, qui est écrit, que le casting est en train enfin, il est quasiment bien dessiné, et il sera tourné, il devrait être tourné à l'automne. Et c'est un film sur le nucléaire et sur la transition. On va dire énergétique, mais énergétique au sens large, quoi. Très très large. Voilà. Et c'était pas tellement ce que je vous demandais, mais je suis ravi que vous me l'ayez dit. C'était plus, est-ce qu'au fur et à mesure de toutes ces recherches, oui, vous avez l'impression d'acquérir une forme de lucidité, ne serait-ce que toute petite? Non, parce que, enfin, non, franchement, mais c'est pas le mobile en fait, la lucidité. Parce que même, par exemple, pour vous dire, un film comme L'exercice de l'État, là on en pose, ça fait peut-être 1 heure qu'on en parle, on essaye de... Là, tout est tranquille, hein, j'ai l'impression d'être très clair, mais j'ai mis 3 ans, il a fait... Ouais, presque 2 ans après l'avoir fait, pour comprendre à peu près ce qu'était le film. Parce qu'une fois que vous faites le film, il y a le film que vous pensez, il y a le film que vous réussissez à sortir de la glaise, comme ça. Et puis il y a le film en salle. Le film en salle, c'est le vrai film. C'est celui qui est reçu, c'est celui qui vit sa vie avec le public, avec son temps. Et j'ai mis du temps à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce film, en fait ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il intéresse ? Pourquoi les gens
l'aime bien, ou le critique, ou en discute. Donc la lucidité, si vous voulez, c'est un mot... je crois pas. Je crois qu'on... Enfin, moi, c'est plutôt de l'ordre des intuitions. Le film répond à des intuitions très personnelles que je travaille et dans ces intuitions il y a le sentiment que le cinéma il est très puissant et que jamais un film ne va épuiser la force esthétique du cinéma. Donc je me balade dans le cinéma, j'essaye d'aller à des endroits à d'autres endroits. J'explore comme ça les forces du cinéma, soit par les genres, soit par des rapports avec les comédiens, soit par certains essais dans les films. Et puis il y a continuer à dialoguer avec ce que je sens, ce que je suis, et le mettre sur l'écran. Mais je suis plus le même qu'il y a 10 ans, et demain, ça va bouger. Donc ça, c'est être à l'écoute. Mais vraiment, c'est un des paradoxes du métier à la fois de scénariste et de réalisateur, c'est que vous êtes à l'écoute de choses, mais quand vous saisissez une chose, vous pouvez pas la lâcher. C'est-à-dire qu'il faut la relation au sujet. C'est la seule chose qui vous maintient droit et un peu dans une cohérence. C'est-à-dire que les intuitions qui font que vous sentez un film et que vous allez le mener à bien, parce que c'est un film, c'est une avalanche de soucis, de tracas, de problèmes, de rencontres. Enfin, ça vous emmène toujours. Il y a toujours quelque chose qui vous emmène ailleurs que dans les intuitions premières. Donc ces intuitions premières, elles sont voilà, c'est ce qu'il faut pas lâcher en fait. Ce qu'il faut continuer de travailler. Il y a Léo Ferré qui disait dans La solitude que la lucidité se fout dans son froc. C'est un peu ça. Et vous parliez d'un truc, je l'avais mis juste de côté au cas où on en parlerait, et ça tombe bien. Vous parliez du fait que vous vous retrouvez à la fin face à un film avec de nouvelles questions. C'était une citation de Foucault à ce propos qui disait « Si vous saviez, lorsque vous commencez à écrire un livre, ce que vous alliez dire à la fin, croyez-vous que vous auriez eu le courage de l'écrire ?» Est-ce que c'est un peu votre cas ? Oui, d'une certaine manière, parce que il faut. Ce qui désigne là, c'est à la fois l'invention et l'inconnu. C'est ce qui est un des grands plaisirs de nos métiers, c'est l'invention. C'est-à-dire de voir surgir les choses, d'être étonné par soi-même ou d'être étonné par un personnage. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est venu pendant l'écriture de scénario. À un moment donné, quand vous travaillez un personnage, il se met à faire une chose que vous n'avez pas prévue. Et ça fait peur. Enfin, moi, quand j'ai rencontré ça, j'ai eu peur. Une espèce de peur de perte de contrôle des choses, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, c'est bon signe. Ça veut dire que ça commence à s'autonomiser. Et voilà, l'inconnu, il rentre il produit, quoi. Il agit. C'est pas des mots, c'est pas des métaphores, c'est pas quelque chose de cérébral, ça agit. Et quand vous chopez quelque chose où ça agit, ça agit. Et ça agit sur vous, ça agit sur les autres, ça agit sur le comédien. Je crois qu'il y a rien de plus désespérant que de proposer un rôle à un comédien où il n'y a rien à jouer. Puis, il a raison de refuser. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est presque une insulte, quelque part. Ce qu'on aime, c'est quand ça agit. C'est quand on est agi, c'est quand ça... Cinéma, ça bouge. C'est dans l'essence même du cinéma. C'est le mouvement global. Et ça, c'est pour ça que les mots lucidité... oui, on met en branle... Et Dieu sait, comme un plateau, ça a une inertie, des fois c'est à la fois magnifique quand c'est harmonieux, mais des fois c'est pas toujours harmonieux. Mais c'est tellement beau quand ça fait symbiose, quand il n'y a plus que les comédiens qui jouent et que voilà, ils sont seuls au monde, même la caméra n'existe plus et ils jouent. C'est tellement beau que
c'est bien. Je vous propose un deuxième extrait pour clore aussi cette discussion sur l'exercice de l'État, et puis passer à vos autres films. Un extrait avec Michel Blanc qui écoute le discours d'André Malraux sur l'entrée au Panthéon de Jean Moulin en 1964. C'est bien que cet extrait arrive presque, vous disiez, sur les acteurs, parce que justement, la question que je voulais vous poser, pour revenir à l'idée de mystification aussi, c'est vraiment une question sur la mise en scène purement. Comment met-on en scène un milieu qui se met lui-même en scène, et comment diriger un acteur qui doit jouer quelqu'un qui joue, c'est-à-dire un politicien? Mais là, on voit pas quelqu'un qui joue. Justement, enfin, il y a l'idée que Michel Blanc récite ce texte de Jean Moulin avant de suite d'aller avoir cet entretien. Parce que c'est sa chair, c'est ce qu'il croit. C'est son être. Il est avec lui-même. Je regardais l'extrait. Ce qu'on perçoit, c'est l'échange. Il nous fait écouter et on le regarde. Quelle drôle de rencontre, Michel Blanc, Jean Moulin. En même temps, là c'est un peu de la triche parce que on est sorti du contexte du film, évidemment, parce que on voit Gilles dans le film. On voit le collaborateur du ministre, on voit le collaborateur de Saint-Jean, on voit le ministère, on connaît le ministère, c'est la nuit, etc. Mais c'est des échanges, en fait. On voit bien que... Et d'ailleurs, Michel, c'est un comédien extraordinaire, parce qu'il a la chance que j'ai eue avec Michel, c'est qu'il ait fait Monsieur Hir. Et que Patrice Lecomte... l'a emmené quelque part, et moi je le prends à cet endroit. Et Michel a saisi très très vite le rôle. Il y a juste cette scène qui le dérangeait un peu, c'était quelque chose de la pudeur avec le corps et le peignoir. Il avait peur de quelque chose de trop trouble avec la nudité ou le peignoir ou la chair. Mais sinon, il le joue avec un tact, avec une subtilité. Et d'autre part, je pense que... je crois que dans le film, jamais je vois des gens jouer, interpréter un rôle. En tout cas, j'ai pas pris ces hommes politiques dans ce sens-là. Ils sont des personnages, ils sont des puissances, ils sont des fonctions, ils sont des collaborateurs, ils sont des adversaires, il y a des joutes, mais ils ne jouent pas. Il n'y a pas cette distance-là, en fait. Pour eux, c'est sérieux, en fait. C'était pas tant dans la direction que tout à l'heure Anna Mougladis, pour la première table ronde, qui a joué donc une présidente dans Baron Noir, expliquait justement que lorsqu'on prend un rôle comme celui-ci, il faut forcément aller vers les problématiques de communication, de représentation, face aux médias, face au peuple, face aux autres, et que le jeu, enfin le lien qu'il pouvait y avoir dans le jeu était justement là-dessus. Comment interpréter quelqu'un qui est forcément dans une problématique d'interprétation face à quelqu'un. Et je me demandais si dans votre direction, justement, comment trouver le naturel d'un devoir d'interprétation. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais les hommes politiciens sont quand même des acteurs d'une certaine manière. Alors ça s'est posé, si vous voulez, c'est plutôt une espèce de... Il y a des pratiques, il y a des usages, c'est un certain monde. Oui, le monde d'un ministère est un certain monde. Mais je dirais, placer une histoire dans un garage, c'est un autre monde. À chaque fois, c'est des mondes. Il faut juste aller à la découverte et à la rencontre. Ce qu'a fait Olivier, il a passé une demi-journée avec le ministre de la Culture. Mais c'est tout. Si vous voulez, après, il a chopé des choses et puis il s'est laissé guider par l'écriture, par le personnage. Mais il y a des codes. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Si on les fait, ça veut dire quelque chose, oui. Mais il y a une déférence, par exemple. Mais la déférence, on ne la joue pas. On la pratique.
Je pense à ça à cause de la scène de la fin. Après, c'est vrai que quand il a fallu que le récit, quand j'ai compris que le récit allait passer par une scène avec le président de la République, ce qui n'était pas mon intention initiale, j'étais un peu dire mais comment on fait, comment on écrit un président de la République, comment ça parle, qui c'est, quelle tête ça a, comment il s'assoit sur une chaise, comment il s'adresse à vous. Un peu après, j'ai un peu travaillé et puis j'ai mis 2-3 choses comme ça. Je me suis un peu basé sur le fait qu'en fait, un homme de pouvoir, il parle bas, parce que c'est l'inverse de quelqu'un qui vient parler fort, en fait. Un homme d'autorité, l'autorité, elle n'est pas dans la démonstration de l'autorité, c'est ailleurs que ça se joue. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, sur aussi la connivence, c'est-à-dire comprendre des choses qui se jouent entre eux dans un regard, dans une position, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des choses très... en plus, c'était vachement intéressant parce que c'était vraiment des questions de mise en scène. C'est-à-dire où s'asseoir, où se mettre, voilà. C'était exactement ça que je vous demandais justement, parce que peut-être que tout cela est dans le rapport à la parole et au silence. Tout à l'heure, on parlait du fait que vous étiez très jeune, assez taiseux, et que le cinéma était votre langage pour vous exprimer. Et dans ce film, il y a quelque chose que je peux rapporter à ça, que je trouvais très intéressant comme anecdote, à propos du personnage du ministre, joué par Olivier Gourmet. Vous aviez écrit dans le scénario, à un moment, même silencieux, il parle. Et j'allais vous demander comment on mettait en scène une telle idée, justement. C'est là, vous faites référence à la scène des funérailles de son chauffeur, occasionnel, qui est chômeur, qui meurt dans des conditions atroces. Et en fait, il se dit, lui est survivant, et il se dit, il doit faire un hommage. Or, la famille préfère qu'il n'y ait pas d'hommage. Et lui, il avait préparé un discours, donc il est bien emmerdé. Alors, et je lui dis, le discours, il va le dire quand même, mais il le dit intérieurement. Et cette voix intérieure va surgir et prendre le dessus sur la parole de l'homme d'église. Et c'est vrai, il y a dans le scénario cette phrase, et c'était vraiment l'intention, et je me rappelle très bien aussi, ça c'est aussi peut-être une chose à dire, c'est que le scénario, c'est pas que de l'écrit, c'est aussi beaucoup déjà d'indications de mise en scène. Et là, même silencieux il parle, c'est une indication de mixage. C'est une indication comment la parole doit venir. Donc c'est vraiment... Et je savais que ça allait s'exprimer, non pas pendant le temps du tournage, mais pendant le temps du mixage. Et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que les scénarios, ils sont écrits de telle manière à essayer de... autre exemple, dans Un peuple et son roi, tout ce qui se passe avec la lumière, ou même les tissus, les toiles, les costumes, je savais que c'était fondamental, que c'était un élément fondamental du film, une dimension qu'il fallait ne pas perdre de vue. Et quand tout à l'heure je vous disais, le cinéma, je sais pas, c'est pas un système avec une étoile et des planètes, hein. C'est des galaxies, le cinéma. Dans son langage esthétique, c'est l'accumulation de tous les langages. Donc c'est incroyable ce qu'on fait. C'est pour ça que les émotions et les chefs-d'œuvre sont si différents. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre 2001 et Ordette? Et pourtant, c'est deux films absolument passionnants et qui donnent autant de sentiments de cinéma et de joie de cinéma que d'autres choses. Parce que et ça, c'est vraiment un truc que je ressens, c'est que voilà, il faut aller. Il faut y aller avec humilité et en même temps en disant mais essayons ça, pourquoi on n'a pas fait ça? Par exemple, oui, dans la même scène où le ministre, avec son discours, parle par-dessus, je crois que la sortie de mixage de ça, on a, avant la polyphonie sarde, qui fait la sortie de scène, on a coupé tous les sons. C'est-à-dire que tous les potards sur la table du mixage étaient coupés. Il n'y avait plus rien. C'est même pas un bruit blanc, c'est juste une panne. Vous voyez, Et on a fait ça quelques secondes, parce que ça me semblait intéressant, comme sensation. Et voilà, et hop, donc
C'est pour ça que le dialogue avec les collaborateurs est très important, parce qu'eux, ils ont ça dans les mains et ils peuvent dire ouais, essayons, faisons. Donc là, jusqu'ici, on a vu que le rapport au corps et le rapport à la parole et au silence était très important dans l'ensemble de vos films. Et juste avant de venir, j'ai réussi à avoir votre premier court-métrage, Deux amis préludes. Ah bon où, oui, mais c'est drôle parce que tout est dedans. C'est avec Michael Lonsdal qui est dans un café. Jean Mercure. Et Jean Mercure. Voilà, ils sont là. Lui, il lit son journal, il fume. Il y a voilà, les gens vivent, mais ils ne se parlent pas. Et vraiment, c'est dans le silence. Ils ne discutent pas. Donc, on a toutes ces scènes-là. Et à la fin de la journée, donc le soleil se couche et il lui dit on a passé une très bonne après-midi. Et en fait, on retrouve tout dès ce premier film. Et là, à partir de ce moment-là, on pose les micros. J'aurais bien aimé le montrer. Quand est-ce qu'il parle On a encore un peu de temps ou pas? Si vous avez des questions. Alors nous, par contre, je vous préviens, on ne vous voit pas du tout. Donc, si on fait comme ça, on voit un peu. Poussez un petit hurlement si vous voulez. Évidemment, prendre la parole, vous êtes le bienvenu. Sinon, avant cela, je vous propose de regarder un extrait d'Un peuple et son roi, le temps que vous cherchiez une petite question à poser. Merci Adèle. C'est pleine d'actualité cette séquence. Même si vous avez toujours refusé de situer le film aujourd'hui, c'est vrai que avec tout ce qui se passe chez Gilets jaunes, Darmanin, l'Allemand, j'ai l'impression de voir une scène documentaire tournée la semaine dernière. C'est vous, hein. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Ah. Juste ici. Bonjour. Jeune homme, hein, bonjour. Parce que vous êtes tous jeunes quand vous êtes ébloui. Ah oui, j'ai une question parce que vous avez rappelé le lien qui existait entre le politique et le corps. Et en fait, du coup, il y a une dimension assez kafkaïenne, je trouve, dans ce que vous disiez. Et du coup, j'ai une question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'on est libre? Oui. Bien sûr. C'est bien parce que j'ai pas réfléchi comme ça et j'ai jamais répondu à cette question. Donc, déjà, le mot existe. Si le mot existe, c'est que ça existe. Est-ce que moi, je suis libre? Je suis libre dans ce que je peux croire, ou ce que je m'illusionne, ou ce que je peux faire. Est-ce que je suis plus libre qu'un autre? Je ne sais pas, il faudrait en parler. Est-ce que je suis plus libre que vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'un ministre est plus libre que son directeur de cabinet? Par exemple, il y a une des questions qui s'est posée dans l'écriture de l'exercice, c'était le ministre se dédie puisqu'il signe une réforme qu'il ne veut pas faire. Donc on dit il n'est pas libre. Et ça a été souvent des questions dans les débats. Il y avait deux camps. Il y avait ceux qui trouvaient que c'était du cynisme et qu'en fait, non seulement il n'était pas libre, mais il n'avait pas de parole, il n'avait pas de conviction. Et donc, il fallait qu'il dégage et qu'il faut prendre des hommes de conviction pour l'action politique. Si tant est qu'on en trouve. Je parle pour les très sceptiques, les très déçus. Et puis, il y a une autre partie de la salle qui rentrait un peu dans la pandémie. Bah oui, mais peut-être qu'il n'est pas si libre que ça. Même s'il veut être libre, il n'est peut-être pas si libre que ça, parce qu'il a un rapport de force avec un autre ministre, et que c'est pas lui qui tranche au rapport de force, il est tranché, et lui, il est là pour exécuter ce que le gouvernement décide. Il n'est pas ni Premier ministre, encore moins président, et donc il est du mauvais côté de l'arbitrage. C'est ce que lui explique Gilles. Disons, soit tu as ça dans le corps, soit tu veux faire ça, soit c'est ta vie, c'est pas autre chose. Et j'ai essayé que le ministre soit issu plutôt d'une forme d'humanisme, c'est-à-dire de foi, de croix en ce qu'il fait, en sa mission.
Et Gilles lui dit, bah, écoute, là aujourd'hui tu n'as peut-être pas les moyens de ta conviction, mais ça se construit. Et il faut en passer par là. Et après, peut-être que ça... Et le film, quelque part, donne raison à Gilles, puisque le président le fait monter en grade. Donc ces questions de liberté, moi je pense qu'il faut aussi toujours les rattacher à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, en fait. Après, c'est exactement... je dirais la sensation, elle est très proche. Peut-être le moment où je suis le plus libre, c'est avec une page et une feuille blanche. Là, tout est possible. Quand je vois Adèle jouer, moi, je suis pas grand-chose. Là, d'ailleurs, je trouve que le montage, il y a des choix de montage, après coup, je me dis, ça va pas, etc. Mais elle fait exister quelque chose. Très, très fort. Et c'est ça qui compte. Moi, j'ai toujours la pensée de me dire un film, ça dure 1h30, 2 heures, et je vais demander à 3, 4, 5 beaucoup de personnes, je vais leur demander 2 heures de leur vie. C'est pas pour j'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai envie pas forcément qu'ils s'en souviennent, mais au moins que j'ai quelque chose à leur proposer, que j'ai un peu d'intensité, que j'ai un peu ouais, qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Comme moi, je sais que mes souvenirs de cinéma, c'est des choses qui sont rentrées très très fort en moi. Et maintenant, je suis un peu de l'autre côté. Je me dis, mais voilà, il faut que je fasse ça, quoi. Alors, je suis... la liberté, elle est aussi... quand je vous disais, le cinéma, il a ouais, c'est 300 grands orchestres que vous avez dans les mains. Voilà, c'est de l'invention. Voilà, mais je pense, si vous voulez, que c'est une question... moi, j'ai l'impression que votre question, il faut vous la poser. Il est venu, Monsieur Hollande, François Hollande, il est déjà là ou pas? Ou il est passé? Ou il François va venir? Non, je plaisante. Il va venir. C'est à lui qu'il faut poser la question aussi. Je pense qu'il faut se la poser à tout le monde constamment, cette question. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. Bonjour. Rémi Bernard, je m'occupe d'un festival de cinéma. Vous avez dit tout à l'heure que l'exercice de l'État n'était pas un film politique, mais un film sur le pouvoir. Sans angélisme ni cynisme, ne pensez-vous pas que le pouvoir est consubstantiel de la politique et que la recherche du pouvoir, vous avez dit vous-même avoir fait l'expérience du pouvoir avec l'arrivée en réalisation au cinéma. Est-ce que vous ne pensez pas que cette excitation de pouvoir bâtir des choses est un des moteurs de la politique et des gens de la politique? Ben, je crois aussi, oui, bien sûr. Je crois que oui, on est en politique pour faire des choses, peut-être pas tout le monde, je sais pas, ou je crois que c'est dur d'arriver à la satisfaction de l'action, ça c'est sûr. Après, moi, ce qui m'a étonné, c'est quelque chose sur lequel j'ai finalement peu de réponses, qui est pourquoi quelqu'un pense qu'il va représenter les autres. Là, on n'est plus exactement... on est vraiment dans une question de légitimité et de contrat avec soi et avec les autres. Et ça m'étonne. Ça m'a toujours... un truc qui m'a toujours étonné, et je me suis... c'est pas que je m'en méfie, mais ça m'interroge, en tout cas. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est quand même une des conditions de la vie politique, mais pas celle du pouvoir. Le pouvoir, c'est encore autre chose. Le pouvoir, il n'a pas besoin de ça. Le pouvoir, il n'est pas dans les questions de représentation. Il agit. Mais que quelqu'un se dise, voilà, moi, je vais être délégué de classe, ou je sais ce qui est bon pour les autres. Moi, je ne dis pas méfiance. Ça serait... parce qu'il en faut aussi. Mais faire attention à ça. Faut,
Oui, je sais pas. Pour moi, c'est pas une évidence. Ouais, En effet, la question est passionnante et c'est au nom de comment dirais-je, de ce dont vous parlez. À un moment, on se lève, on se dit, je vais représenter les autres, qu'on peut être amené à, juste pour ce goût-là, justement à trahir peut-être ses propres convictions, si tant est qu'on en ait encore. Au nom de la collectivité, alors, au nom de l'intérêt général, par exemple. Ou de ce qu'on pense être l'intérêt général. Oui, aussi. Alors après, moi, je pense que autant je suis prêt à me dire, bon, dans la vie sociale, il peut y avoir des structures naturelles de délégation et de représentativité. Je pense que c'est pas trop mal. Mais ce qui me dérange plus, c'est la permanence de ceux qui restent à cet endroit. Je crois que ça devrait être beaucoup plus tournant, beaucoup plus collectif. Voilà. En tout cas, ce que j'ai particulièrement aimé dans l'exercice de l'État, c'est justement la manière dont toutes ces questions et tout ce rapport au pouvoir et à l'impuissance aussi mine complètement le personnage principal qui est pétri d'angoisse et pétri de... Oui, mais je crois que c'est dur et c'est pour ça que les hommes, après coup, j'étais très étonné que le personnel politique se trouve le film juste et se reconnaissent. Et on n'est pas non plus dans un trajet saint-sulpicien ou sacrificiel. C'est brut de décoffrage. Il est traversé par la violence et le film est traversé par un sacrifice, par plusieurs sacrifices, etc. Il est assez cash d'une certaine manière sur ça. Même dans les images, hein, je voulais d'ailleurs, on m'a un petit peu interrogé sur l'image du début, mais aussi on m'a interrogé sur la violence de l'accident, on m'a interrogé sur la figure du ministre et sur Gilles aussi, qui tout d'un coup devient une figure magnifique d'abnégation, mais il n'y a pas d'abnégation, il redevient préfet, hein, il reste dans l'État. Il ne faut pas croire qu'il sort, c'est pas Manès France ou Rancard, non, il reste absolument dans l'État. Et c'est vrai que le filmer comme un thriller, c'est ça qui est marrant en fait, voilà. Est-ce qu'il y a encore une question avant d'enchaîner sur la suite ou je sais pas. Là, il y a une question juste ici. Alors deux, rapide. Pardon. Bonsoir, bravo Bonsoir. pour vos films et votre travail et votre talent. Une question très concrète, comment travaillez-vous avec vos comédiens? Parce qu'ils sont particulièrement, je trouve, dans vos films, habités et accomplis. Est-ce que vous répétez beaucoup? Est-ce qu'il y a un travail important en amont? Est-ce que ça se passe sur le plateau? Alors, ça se passe beaucoup sur le plateau, très peu en amont. J'aime pas tellement répéter. Je suis assez réactif sur le plateau. C'est ce qui m'intéresse. Et une fois qu'il y a la caméra, la caméra donne une tension de jeu et puis on travaille à partir de ce moment-là. Ça se passe beaucoup aussi sur le choix. Et là, Aurélie Guichard est absolument géniale sur ça parce qu'on est dans notre collaboration et un comédien, c'est très très sensible, sensible, pas évidemment la personne, mais le choix, tout se fait en fait dans le choix, beaucoup se fait dans le choix, c'est-à-dire le fait de prendre un comédien à un certain moment de sa carrière, de son histoire, de son envie, de le prendre vis-à-vis du personnage, parce que moi par exemple, j'aime pas, je l'ai très 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 peu fait de prédestiner un rôle. J'écris les personnages et après je cherche les comédiens. Parce que je pense que c'est le travail du personnage est très important parce que ce que j'essaye d'emmener au comédien avec lui, c'est d'aller au personnage, de faire venir le personnage. Et c'est beau les deux termes que vous avez dit, c'était plein et
Je les trouve très accomplis. Voilà, accomplis. C'est peut-être investi, mais ils sont... L'incarnation parfaite aussi, toujours dans vos films, je trouve. Oui. Ils sont regardés, ils sont beaucoup regardés, et aussi le travail de jeu, le travail de comédien, il est remis sur l'établi au montage. C'est-à-dire que le montage est un moment où on retravaille beaucoup le travail de comédien. C'est-à-dire de bien regarder ce qui s'est passé au moment du tournage, de bien l'incorporer au récit, de faire attention au direct, aux prises, au temps, au micro-temps. Si vous voulez, ça se joue sur une image. C'est ça qui est fou. C'est que beaucoup de choses se jouent sur une image, sur un photogramme, sur un 24e de seconde, en fait. Et... Merci. Non, merci beaucoup. Je vous propose de regarder un dernier extrait avant de poser les dernières questions. Pour rendre hommage aussi J'ai peur des dernières questions. À Gaspard Ulliel. Je souhaitais montrer cet extrait pour aborder avec vous. La notion de peuple et revenir sur quelque chose que vous avez dit que je trouvais assez passionnant sur le personnage de Basile, joué donc par Gaspard Ulliel. Il est selon vous celui qui va vivre la plus grande transformation dans le film. Vous l'avez même un jour décrit comme un papillon. Il y a alors cette idée qu'une révolution peut produire un être humain tout neuf. L'URSS a produit l'Homo Sovieticus, la Révolution française le sans-culotte. Et ce qui est beau avec ce film, c'est l'idée de rendre hommage à l'anonyme et non aux personnalités que l'on connaît très bien de la Révolution française. Alors je voulais revenir sur cette volonté que vous aviez eue, peut-être de justement représenter ce que l'on n'a pas encore nécessairement représenté et leur donner une place tout autre dans l'histoire de la Révolution et de sa représentation. D'abord, écoutez, je suis bouleversé de revoir Gaspard. Voilà, après, ouais, c'est super. C'est très très touchant de le revoir, de penser à lui. Il manque, il va manquer terriblement. Parce que vous avez des comédiens qui inspirent, vous avez des comédiens qui... Enfin bon, évidemment, c'est affreux pour tout le monde. Et c'est un comédien qui était inspirant et qui en plus allait vers des choses et qui était en train de construire, qui était en train de il avait... Oui, c'est assez affreux. Enfin voilà, ça a été... donc voilà, je suis un peu... ça sort un peu... ça c'est un peu la masterclass de le revoir. Parce que c'est aussi un petit peu ce que je me disais en revoyant Adèle, c'est que un sentiment que j'ai de plus en plus très fort, c'est que le comédien il vit le film, la vie du film, c'est lui. Voilà. Après le film, vous pouvez imaginer toutes sortes de récits, de choix esthétiques, etc. Mais même chez Bresson, les êtres qui sont là, c'est le film. Même s'il ne veut pas les appeler des comédiens, c'est le film. Même dans un documentaire, les êtres qui sont là, c'est le film. Et donc, on dira jamais assez merci aux comédiens, à tous les comédiens, même à des anonymes et tout. Il faut voilà le passage par l'écran. Et c'est pas pour faire de l'idolâtrie ou de la starification, c'est quelque chose de beaucoup plus... ce dont on se souvient, c'est d'un visage, c'est d'un corps, c'est d'un rire. Là, c'est par exemple, c'est Gaspard, il réussit à donner un sentiment de divinité quelque part, alors qu'on est dans une forêt avec des costumes, avec un barnum, avec une équipe, tout ça. Ben non, mais lui,
c'est ça qui s'est raconté, et c'est ça qu'il essaye de faire exister, et il le fait avec lui. Il le fait pas avec ses neurones, il le fait avec son petit, avec sa peau, avec tout, avec ses cheveux. Vous voyez, il est traversé par ça. Et voilà, donc ça, je ne sais pas ce que sera le Rembrandt, mais il y a dans Rembrandt, il y aura, j'espère, pour moi, dans mon travail de mise en scène, un chemin, voilà, plus direct, plus immédiat avec le comédien. Voilà. Et pour continuer sur ce film, la notion de présent aussi, je trouve que vous aviez un très beau discours dessus. Vous souhaitiez construire les choses au présent, construire un présent, alors que ce film se passe quand même à une certaine époque, et surtout qu'il se passe sur une demi-décennie. Alors voilà, je voulais vous faire parler un peu de ça, sur comment construire un présent sur autant d'ellipses. Là, on rentre dans les trucs un peu compliqués d'un peuple et son roi, c'est-à-dire comment choper la révolution, comment choper... vous avez dit la révolution avait donné naissance... Non, il donne naissance à nous. On est tous issus de la révolution. On est tous fabriqués par la révolution. Même ça, à tel point que ça continue d'irriter certains... 2 siècles, plus de 2 siècles après. Ben non. Et c'est comme ça. Il y a quelque chose... Et c'est pas un nationalisme, c'est pas un sentiment, les Français, ils ont fait ça. Non, c'est quelque chose que je crois profondément et qui fait que dans la politique, il y a des moments d'invention forts. Et la Révolution en a été un. Alors qu'on nous raconte que ça a été un moment glaçant, un moment effroyable, on nous sort les morts, etc. Non, ça d'abord et avant tout, et par-delà les siècles, c'est un moment d'invention. Voilà, pour moi, c'est comme ça. C'est un moment esthétique, c'est un moment qui donne hommage à l'homme, qui donne hommage à tout le monde, en fait. Parce que la Révolution, elle a été faite, par exemple, 89, c'est fait en public. C'est-à-dire que les gens étaient là. Il n'y a pas encore les partis, les journaux sont là, mais c'est des moments publics. Les prises de parole sont publiques. La discussion est fondamentale dans la Révolution. C'est pas celui qui parlait le plus fort, c'est celui qui réussissait à bien faire comprendre les idées, la réalité de ces idées, et qui entraînait les autres, et qui faisait que la majorité des députés, qui était une majorité silencieuse, parce qu'on a les prises de parole, on sait sur l'Assemblée qui parlait et combien de fois il a parlé. Et c'est 70 personnes, à peu près, qui parlaient. Mais il y en avait 500, 700, 800 qui étaient là et qui décidaient. Donc la révolution, elle se fait où? Elle se fait par ceux qui écoutent et qui vont par là ou par là. Et ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. On a conscience quand on se remet dans la réalité de l'Assemblée. Et c'est un film, on a beaucoup travaillé sur l'Assemblée, sur la reconstruction de l'Assemblée, sur l'étude de l'Assemblée, et ça, c'est des choses qui me semblaient un peu fondamentales. Voilà. Alors on va devoir arrêter cette rencontre, donc je me permets de vous poser une dernière question qu'on pose à tous les cinéastes que l'on reçoit. Oui. Parce que là, je pense qu'il y a plein de jeunes créateurs aussi. J'en suis un jeune cinéaste, donc je vous pose cette question. Si vous aviez un conseil, au vu de votre expérience dans le cinéma, à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le cinéma, envie d'en faire. Alors, c'est suivre ses intuitions. Et puis, je pense que les films que vous allez faire,
on les connaît pas, ils vont surgir. C'est-à-dire, je pense que on est dans un moment où il y a tellement de flots d'images, de sources d'images, de durée d'images. C'est-à-dire que plus ça va, plus les images sont brèves. Mais le langage d'image, c'est-à-dire que parce que je crois qu'on est obligé de poser la question du langage d'image et que le cinéma est dans ce langage d'image, comme la photographie est née dans le langage de la peinture, comme le cinéma est né dans le langage du théâtre, de la peinture et de la photographie, et ce cinéma que vous allez faire, il va naître chez TikTok, enfin dans ce contexte de TikTok, de télé, de Netflix, de téléphone, etc. Mais il y aura du cinéma. Et celui-là, c'est vous qui allez le faire. Et vous allez le faire librement, pour reprendre le mot. Ouais, je crois que c'est à vous maintenant. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Et je dois vous lire un petit mot pour vous quitter. Vous pourrez découvrir le nouveau numéro du magazine Revue et Corrigé consacré à la campagne électorale en images en vente dans le hall du cinéma. Et en attendant de retrouver ici même à 19h la conversation très attendue entre Nicolas Pariser, François Hollande et Pierre Jolivet, nous vous proposons 2 interludes. Le premier est offert par Émergence et le second par l'association Moteur. Merci. Merci à vous.